les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce que l'on appelle la fraude sociale s'élevait en 2017 à 1,29 milliard d'euros, quand un certain nombre de syndicats des finances publiques estimaient que la fraude fiscale représentait en 2018 environ 100 milliards d'euros, un montant en hausse de 20 milliards d'euros depuis 2013. Pour le président de la République, qui, au lieu de critiquer avec mépris le pognon de dingue consacré aux minima sociaux, devrait plutôt s'attaquer aux fraudeurs fiscaux, car c'est là que se trouve le manque à gagner. Force est de constater que, sur cette question de la délinquance fiscale, le volontarisme politique fait défaut depuis le début de ce quinquennat. L'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, dit CETA, nous est aujourd'hui soumis pour approbation. Il est impératif de nous y opposer. La commission Schubert, composée d'experts indépendants chargés d'évaluer l'impact de l'entrée en vigueur du CETA, a reconnu le climat comme le grand absent de cet accord. D'après ses travaux, le CETA tend non seulement à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, mais ne présente en outre aucune clause écologique contraignante, se posant de fait en contradiction avec les accords de Paris. En outre, les dispositions nuisibles de ce traité persistent. Parmi elles, le problème d'harmonisation des normes. Ainsi, des farines animales ou du saumon transgénique élevé au Canada pourraient, par exemple, en l'état actuel du traité, être importés vers l'Union européenne. Je voterai résolument contre la ratification du CETA, un traité anachronique, à contresens, antidémocratique, un traité dangereux sur le plan sanitaire, alimentaire et environnemental. On nous prend pour des cons. Cette phrase, Johan Diniz l'a prononcée juste avant l'épreuve des 50 km marche lors des mondiaux d'athlétisme qui se déroulent cette semaine à Doha. Ce grand champion français a été contraint d'abandonner, tout comme 40% des concurrents du marathon pour cause de surchauffe, et éviter de mettre en péril sa santé en raison d'une chaleur suffocante digne d'un sauna. Comme tous les passionnés d'athlétisme, je suis triste du spectacle offert depuis le début de ces mondiaux, dont l'organisation a été confiée en 2014 par la Fédération internationale au Qatar. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico, je ne peux que partager votre constat, d'autant qu'il fait écho aux manifestations des athlètes et pas seulement de nos athlètes. Et les sportifs, vous le savez, sont ma première boussole. Le réchauffement climatique est particulièrement visible dans le sport et c'est pourquoi nous devons mobiliser tout notre écosystème sportif à s'engager plus sur ce sujet et pas seulement en France. Est-ce que vous appelez au boycott de cette Coupe du Monde par l'équipe de France? Oui, parce que c'est le moyen aujourd'hui de lancer ce débat-là. Je vais vous dire, c'est un coup de gueule. Moi, je suis un passionné de sport, comme vous, Jean-Jacques Bourdin, un passionné d'athlétisme. Je suis athlète depuis tout petit, je suis lanceur. Je suis triste depuis vendredi dernier. Et tous les passionnés d'athlétisme vous disent qu'ils ne vibrent pas devant leur téléviseur. D'habitude, on vibre pour des championnats. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tribunes vides, parce qu'il y a un stade ouvert qui est climatisé par 3000 bouches d'aération, en dépit de tout bon sens. Mais oui, mais la Coupe du Monde de foot aura lieu à une période où il fait moins chaud. En hiver. Pour la première fois, on va décaler une Coupe du Monde en novembre et décembre. Donc, en désorganisant d'ailleurs tout le reste des calendriers de football. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on accepte cela, qu'aujourd'hui, ceux qui sont prêts à payer, à corrompre aussi, à acheter des grands championnats, aujourd'hui fassent leur loi. Moi, je pense qu'il faut que le politique reprenne la main et qu'il faut qu'on aille vers des grands événements sportifs internationaux durables, soutenables. Je pense que si on ne menace pas de boycott, on ne fera jamais évoluer les choses. 22. Un mort par jour sur les chantiers. Oui, 1000 morts. Oui. 1000 morts. Et vous savez quoi ? On a confié l'organisation au Qatar avec des règles dérogatoires au droit du travail au niveau international, ce qu'on appelle la kafala, qui aujourd'hui permet à un employeur d'avoir la tutelle sur son salarié. C'est ça qu'on cautionne à travers l'organisation d'une Coupe du Monde de football. Donc on marche sur la tête. Et donc je dis, il faut que les droits de l'homme, le respect des droits humains, l'écologie reprennent le dessus sur les grandes décisions qui sont aujourd'hui dictées par des motifs financiers et commerciaux. La 42e édition du Rallye Dakar a débuté dimanche 5 janvier en Arabie Saoudite, pays où les droits de l'homme sont bafoués. Nous avons été un certain nombre à dénoncer cette instrumentalisation du sport qui ne doit pas servir de caution aujourd'hui aux régimes les moins démocratiques. À l'heure des économies, y compris pour le service des sports de France Télévisions,
est-ce que finalement vous ne participez pas à une forme d'inflation des droits sportifs, une surenchère des droits sportifs, puisque des organisateurs privés ou des fédérations internationales confient de plus en plus d'événements sportifs d'envergure à un petit nombre d'États, des pétro-monarchies de la région, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, qui dépensent sans compter, mais qui accaparent aujourd'hui des événements qui pourraient se tenir dans d'autres pays à un coût bien plus modeste. Donc ma question est simple, est-ce que la rédaction de France Télévisions, et en particulier la rédaction des sports, évoquera la situation des droits de l'homme dans ses programmes consacrés au rallye? Alors ça change quoi concrètement cette décision, puisqu'on le rappelle, il y a un an, la ministre des Transports avait déjà annoncé le retrait du gouvernement. C'est qu'effectivement le gouvernement confirme son intention de ne pas réaliser la 45. Mais ce qui est nouveau, puisque cette date, en fait la question écrite que nous avons posée avec Jean-Claude Tissot, le sénateur de la Loire, ensemble, elle date d'il y a un an. Nous avons pour la première fois une confirmation écrite que cette décision sera officielle au moment où le projet de loi sur l'orientation des mobilités, sur les transports, sera définitivement adopté. Et puis ce qu'il rajoute, et qui est extrêmement important, c'est à partir du moment où il ne réalise pas la 45, c'est qu'il dit qu'il ne prorogera pas la déclaration d'utilité publique. Régis Juanico, bonsoir. Vous êtes donc député de la Loire. Vous avez toujours été contre la 45 et vous appelez maintenant les collectivités locales à s'engager vraiment pour les alternatives. Oui, bonsoir. Vous savez, ça fait un an qu'on attendait cette réponse écrite, c'est-à-dire très officielle du gouvernement, qui répète effectivement son intention de ne pas réaliser la nouvelle liaison à 45. Ce qui est important aussi dans cette réponse ministérielle, c'est effectivement l'appel aux collectivités locales nigériennes qui aujourd'hui jouent la politique de la chaise vide par rapport à un certain nombre de réunions qui ont lieu depuis un an et demi, notamment à la préfecture de région, à Lyon, avec nos collègues élus du Rhône et à laquelle nous participons, notamment avec le sénateur Tissot et la sénatrice Kuckerman, pour avancer sur des solutions d'amélioration de la liaison Saint-Étienne-Lyon très concrètes. Régis Juanico, on en est où concrètement? Est-ce que le gouvernement travaille sur des alternatives en ce moment? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y aura bien les 400 millions d'euros de l'État. Il y aura des financements nouveaux et complémentaires, et ça c'est important, que nous n'avions pas auparavant avec la 45, c'est-à-dire le financement des collectivités du Rhône, c'est-à-dire notamment le département du Rhône, mais aussi le Grand Lyon. Donc ça c'est important, puisqu'on est sur des sujets d'intérêt commun, le nœud routier Ternay-Givors, le franchissement du Rhône à Givors, les montagnes russes jusqu'à Brignais, tout cela, ce sont des dossiers d'intérêt commun. Donc nous aurons des financements complémentaires. Aujourd'hui, il manque le financement des collectivités de la Loire qui continuent à espérer la 45. Et donc on demande à Gaël Perdriau, à Georges Ziegler, mais aussi à Laurent Wauquiez, aujourd'hui, de dire très clairement qu'ils flécheront les financements qu'ils avaient prévus sur la 45 sur ces nouvelles alternatives qui vont démarrer dès la fin de l'année.